Commenter l'actualité avec Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, vice-président des Républicains, ancien député. Bonjour. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié avec Brice Sokol « Parlons-nous tous la même langue » aux éditions de l'Aube. C'est une bonne lecture de vacances. Autre lecture possible, Noémie Alioua, La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb. Vous êtes journaliste et essayiste. Et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Bonjour. À vous. Jour du verdict pour l'appel de Boualem Sansal. On attend le verdict d'une minute à l'autre. Ça devait intervenir vers 10h. Ça ne devrait pas tarder. Motion de censure, dernier avertissement pour François Bayrou. Et puis, faut-il conditionner le permis des seniors à une visite médicale? Et puis, évidemment, bien d'autres sujets. On pourra revenir sur la canicule, ces questions autour de la clim. Est-ce que pour 2 jours ou 3 jours de canicule, même si ces épisodes sont effectivement de plus en plus nombreux, il faut prendre des mesures. On pourra parler de tous ces sujets avec vous. Coup de cœur, coup de gueule, coup de cœur, Frédéric. Un coup de cœur rapide, mais un cocorico pour les Français au tournoi de tennis de Wimbledon. Comme souvent, ils ont beaucoup de mal à Roland-Garros, mais ils brillent sur le gazon londonien. Pas de pression peut-être des médias. Une tristesse de voir ce grand tournoi si peu médiatisé et qui ne passe plus sur les grandes chaînes comme par le passé. Ça passe complètement au-dessus des radars, mais pour les fans de tennis et les auditeurs qui nous écoutent, c'est le plus grand tournoi du monde, c'est le tournoi historique. Et on a Benjamin Bonzi qui a battu Medvedev, qui est un très bon joueur de gazon, et un autre Royer que je connaissais pas, qui a profité de l'abandon de deux de Tsitsipas. Donc voilà, un petit cocorico qui nous sort de la politique, mais ça reste quand même un tournoi extraordinaire. Et puis un coup de cœur aussi pour un joueur italien de 38 ans qui est sorti de sa retraite, Fabio Fognini, quelqu'un qui a le sang chaud et qui a poussé Alcaraz au 5e set avec un match qui a duré 4h30 et des échanges que j'ai pu voir un petit peu ce matin. C'est ce que j'allais dire. Comment vous suivez ça? Non, mais sur Internet, sur Twitter, j'ai pas eu le temps encore de lire l'équipe, mais voilà, le match a été incroyable. 4h30 sur gazon, c'est beaucoup. J'attends les réactions de Julien qui me regarde avec circonspection. À chaque fois que je viens, on parle tennis. Et en fait, il se trouve que je suis pas du tout tennis. Non, mais bien sûr. Non, mais Frédéric, dès qu'il peut... Non, mais je suis impressionné parce que moi, j'arrive pas à m'intéresser 4 heures à un match. Non. Encore quand c'est Roland Garros. Vous avez vu la finale de Roland Garros qui était quand même. Oui, j'ai vu des fragments, mais j'ai dû aller une fois dans ma vie à Roland Garros. Je suis un provincial, vous savez. Bon, il y a beaucoup de provinciaux. Club de tennis près de Marseille. Jean-Christophe, vous, c'est également un coup de gueule. Ah ouais, alors c'est moins léger, c'est moins. Je suis désolé là pour le coup, pour une fois. C'est une énième histoire. On est à Nantes dans un tramway au cœur de la ville de Nantes et une jeune femme en a un peu assez, il est 8h30, elle dit à deux garçons qui mettent leur musique, vous savez maintenant, sur des enceintes portables très fortement, elle rentre du boulot certainement, 8h30, ou en tout cas elle rentre chez elle, il fait très chaud, tout le monde est un peu fatigué, et elle leur demande gentiment apparemment de baisser le son de leur machine, et là ça bascule, elle se fait agresser. Elle se fait violemment agresser et quelqu'un veut intervenir et la personne, le monsieur qui veut intervenir, lui-même se fait agresser derrière pour la protéger parce qu'elle était sauvagement agressée, mise au sol, tapée au sol. Et lui aussi se fait taper, casser son téléphone. Évidemment, grand courage, ces 2 garçons, il y en a un qui se fait attraper et puis il y en a un autre qui finit par s'en aller. Je n'aime pas rajouter ça dans le contexte dans lequel nous sommes, mais le garçon qui s'est fait attraper est un Algérien sans titre de séjour. Illégal. Ça me laisse pantois. Mais qui avait de quoi acheter une stéréo néanmoins. Voilà, ça me laisse pantois, si vous voulez, sur l'idée. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, ça m'est arrivé récemment d'intervenir dans ce genre de situation. Mais je le fais avec maintenant de plus en plus de trouille. Parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je dis à un de mes garçons qui a 17 ans de faire très attention, de ne pas aller forcément dans tous les quartiers. Pourtant, moi, je ne suis pas comme ça. Aller se promener à n'importe quelle heure, ils peuvent le faire en théorie. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, c'est cette espèce de quotidien où il y a une espèce de force au repli, à l'idée que vous vous rendez compte, pour un son trop fort, la fille se fait exploser la tête et le monsieur qui veut l'aider, lui-même prend des mauvais coups. Peu importe qu'il soit algérien, si vous voulez, sans titre de séjour. Je m'en fiche à la limite, mais ça devient quand même très très compliqué dans la régularité. C'est-à-dire qu'on est presque... J'ai failli dire, mais finalement, pourquoi en parler ce matin? Parce que c'est tellement banal, mais justement, c'est quelque chose qui m'apparaît tellement important. C'est notre quotidien, et c'est Nantes en particulier. Non, mais on a d'abord, c'est une violence en fait qui est importée.
Et ça pose un vrai sujet endogène, parce qu'en réalité, dans une démocratie où il y a des règles, des principes, et où on apprend en fait à civiliser nos différends, le fait d'avoir des gens qui peuvent, je dirais, importer une autre culture, qui est une culture directement physique et violente, bon, qui est le cas, mais en fait, qu'on aurait pu aussi retrouver chez des jeunes qui grandissent en France. Moi, j'ai eu... on voit le jeune Elias tué à coups de machette. Moi, dans mon département de Vaucluse, j'ai quand même eu une mariée qui s'est fait assassiner avec trafic de drogue, et un féminicide avec une femme égorgée devant ses 4 enfants, par le père. Enfin, je veux dire... Toutes ces choses-là, quand on ouvre le journal, on se dit mais dans quel pays je vis en fait. Et surtout, ce qui fait peur, c'est qu'on se dit tout le monde peut être touché. Voilà. Et comment est-ce qu'on indique ça, sachant que la réponse pénale, alors évidemment, on aura la réponse des policiers, etc. Mais enfin, dans ce drame, il n'y avait pas, je dirais, que 2 personnes. Non. Donc en réalité, la question c'est si tout le monde bougeait et tout le monde s'était... Vous le feriez ? Moi, je l'ai déjà fait une fois à Toulouse, à Strasbourg. Je me rappelle, mon voisin s'est fait embêter. Et il s'est fait embêter par 2 jeunes. Et je suis intervenu parce que je savais de toute façon que j'étais à côté. Donc, j'allais pas regarder à gauche, il se faisait boxer. Bon, et ça a mis fin à la chose. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Je connais quelqu'un qui est resté de l'Assemblée nationale, qui est intervenu comme ça, il est handicapé. Il n'a jamais retrouvé le. Oui, ça a été médiatisé. C'était un serveur de l'Assemblée, un type très gentil. Tout à fait. Sa vie est foutue. Il y a quelques années, c'est ça. Vous voulez réagir sur ce sujet de l'insécurité? Non, mais l'insécurité, on a parlé ici à plusieurs reprises de l'enquête qu'on a menée à un an des municipales pour l'inspiration politique et experts et territoire. Et on voit que dans les déterminants du vote, la sécurité des personnes et des biens écrase tous les autres enjeux à l'échelle locale, plus 11 points par rapport à 2019. Et puis, le fait que la victime était une femme, ce n'est pas rien. On a une sur-inquiétude s'agissant des femmes. Dans le livre dont vous avez cité, on a proposé donc aux Français toute une série de mots. On a proposé le mot tranquillité. On s'attendait à avoir des choses qui relevaient peut-être de l'espace privé, de l'espace intime. Qu'est-ce que c'est que la tranquillité? Eh bien, chez les jeunes femmes, c'était l'intranquillité et c'était l'impossibilité d'évoluer sereinement et de se mouvoir tranquillement dans l'espace public. Bien sûr, mais regardez, on est à un momentum particulier. Mais regardez la fête de la musique, le nombre de parents qui ont dit qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants, enfin cela dit, ça fait des années. La fameuse question qu'on pose depuis des années, toute une série d'échelles d'attitudes, on ne se sent en sécurité nulle part. On a maintenant quasiment 3/4 de oui, et c'est majoritaire dans toutes les familles politiques. Le clivage gauche-droite qu'on a connu par le passé s'est absolument effondré. On va marquer une pause. Vous pouvez peut-être dire un mot de toute façon sur ce sujet dans quelques instants après le journal sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, vice-président des Républicains, ancien député, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié Parlons-nous tous la même langue avec Brice Sokol aux éditions de l'Aube. Noémie Alioua, essayiste, journaliste, La terreur jusque sous nos draps est paru chez Plomb, et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Jour de verdict pour l'appel de Boualem Samsal. Notre ami Arnaud Benedetti nous apprend que le procès est en train de se tenir. Séance du verdict, l'avocat français présent dans la salle. Donc je pense que le verdict devrait intervenir. J'entendais ce matin Vincent Hervouette qui est très pessimiste et qui pense qu'il sera condamné, qu'il n'y aura pas de grâce. Et lui disait ce matin qu'il était prêt à prendre le pari. On espère vraiment que les choses ne seront pas celles-ci, mais on en reparlera bien évidemment. On va parler de François Bayrou, motion de censure, dernier avertissement, on en a parlé ici. On pourra parler de la canicule aussi, de la façon dont on en parle. Vous qui venez du Sud, Julien Aubert, vous compariez ça à la neige. D'ailleurs, nous, on a tous les ans, on a plusieurs dizaines de jours où il fait très chaud. Ouais. Alors, vos coups de cœur, vos coups de gueule, Julien, vous c'est un coup de gueule. Oui, c'est la Corse, le bilinguisme en Corse, de voir un fonctionnaire de l'État qui d'abord communique en corse et en français. Je suis désolé, la langue de la République, c'est le français. Alors je sais que ça fait vieux con.
Mais en fait, à force de jamais rien respecter, il y a tout qui part en réalité en bibrine. Nous sommes un pays avec une langue officielle, on peut respecter, moi j'adore la langue provençale, je suis très content et je pense que c'est dommage par exemple de la perdre, je suis pour, si vous voulez, sa promotion à l'école, mais pas son imposition, pas son obligation. Qu'est-ce que c'est que cette idée de dire que désormais il faudrait un bilinguisme dans un des départements de la République? Enfin, on nourrit en réalité un communautarisme, on nourrit aussi une espèce de sécessionnisme, on nourrit un projet politique, et ensuite les Basques, les Bretons, tout le monde va réclamer son petit statut, et alors que, on est dans des sociétés où finalement on passe notre temps à essayer de faire diverger et les individus et les collectifs, alors que tout l'enjeu c'est au contraire de rassembler. Ouais. Essayons plutôt d'abord de trouver ce qui nous rassemble. Ouais. Ce serait déjà, à mon avis, un enjeu bien plus important. Oui, ça me fait penser à ce que disait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours quand il disait que la langue française devait devenir demain la langue créole. On voit qu'il y a une sorte d'attaque à ce qui fait le bien commun. La langue, souvenez-vous, dans Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan, c'est précisément ce qui nous rassemble, ce qui nous permet d'évoluer dans un univers mental commun, c'est la langue. Donc la langue française, c'est précisément ce qui nous permet de nous unir et de dépasser les clivages, de dépasser les différences, de dépasser les communautés. Vous savez, on parle toujours de la République, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers, mais la République, c'est précisément aussi la langue, c'est aussi une façon de se rassembler. La République, c'est la langue, donc bien sûr que c'est la langue française qui doit nous unir par-delà les différences. Oui, Frédéric. Oui, j'ai souvenir d'une enquête assez ancienne sur l'identité de la France pour Paris Match et Sud Radio, et quand on demandait qu'est-ce qui fait d'être français, le fait de parler le français était supérieur au fait d'être né en France. On voit très bien notre... Et vous avez raison de citer Renan. Vous observez partout qu'on entend de moins... Enfin, on entend parler français, mais qu'on entend beaucoup de gens ne pas s'exprimer français aussi. Oui, c'est quelque chose qui choque les Français. Et sur la langue, il y a le véhicule et il y a aussi le fond. Et de plus en plus, la crise du politique, on en parlait avec Julien Aubert dans une réunion il y a quelques semaines, c'est une crise... De l'Institut Valmy. C'est une crise du résultat. Le politique ne change plus la vie, ne transforme plus le quotidien, sauf à l'échelle locale, et encore c'est de plus en plus dur, mais c'est une crise de l'écoute, c'est une crise des mots. Quand on parle de transition, quand on parle de mobilité, est-ce qu'on s'adresse aux Français? Est-ce que les Français comprennent ces mots? Ils comprennent les mots, mais est-ce que c'est les mots du quotidien? Et la déconnexion d'une partie de la classe politique nationale, au local, ils y échappent très très largement, c'est une incapacité à parler la même langue que les Français. Je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que nous sommes dans une nation civique où la question de la race, du peuple ne compte pas. C'est un projet politique à la base, on n'est pas une ethnie. Quand on dit le mot créole, il y a une obsession racialiste qui se trouve derrière ces mots. C'est l'idée que finalement, être blanc, c'est pas bien. C'est eux qui mettent, je dirais, ceci, alors que on est un pays très divers. Donc, il y a, je dirais, une espèce de retour à une logique qui n'est pas la logique française. Oui, mais le rapport avec le Corse, donc le Corse, comment vous exprimez, comment vous expliquez, c'est un petit peu différent, cette volonté d'instaurer toujours l'idée, mais comme si vous voulez, on ne sait pas gérer les îles, eh bien on leur dit, prenez votre autonomie ou prenez votre indépendance, comme on est lâche. On commence par insister sur les spécificités culturelles et puis ça se transforme en fait en projet à côté. Politique aussi. De coexistence. Et puis alors pour le coup, moi j'ai participé à plusieurs reprises à des déstabilisations de système ou de cas d'État. Quand on veut le faire, c'est multiplier les dynamiques minoritaires qui viennent harceler, perturber, jouer sur la faiblesse du système central liée à la langue, la religion, des pratiques culturelles, une organisation administrative, politique. Là, ce qui se passe avec chez nous en ce moment, la Corse, c'est un exemple concret. C'est le fonctionnaire qui peut parler en langue corse. Si vous allez vous promener dans d'autres situations de faiblesse, et ce gain-terrain, si vous voulez, systématique, de dynamiques minoritaires qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Je vous dis pas que c'est mobilisé, organisé, stratégisé, sauf peut-être lorsque, la France insoumise, elle organise systématiquement ses points de contact et ses points de déstabilisation sur ce qui l'intéresse, elle. Et donc là, c'est très clair qu'aujourd'hui, on face à un système faible. Notre moment politique est un moment de faiblesse, et donc c'est plus facile pour toutes ces forces-là, aujourd'hui, d'activer leur dynamique et donc de venir obtenir des résultats. Puisqu'on replie, les îles d'un côté, l'identité de l'autre, la langue à une partie, le sport avec, je sais pas quel système de voile. Oui, tout ça est aujourd'hui en permanence challengé.
parce que le monde est ouvert, il y a des forces qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur, il faut faire très attention. S'il n'y a pas de réaction, si vous voulez, je dis pas de dureté, on en parlait hors antenne tout à l'heure, il ne s'agit pas d'avoir la société de la fermeté absolue, c'est dire par contre qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Mais ça va au-delà de ça, juste un mot. Vous savez qui a fait le plus bel éloge de la langue française tout récemment? C'est Boualem Sansal. Son dernier livre qui est paru aux éditions du Cerf s'appelle Français, parlons-en, où justement il explique à quel point c'est une langue qui est riche, qui est une langue qui est ouverte, qui est une langue qui accueille. Donc c'est un homme qui n'est pas né en France, il est né en Algérie, Boualem Sansal. Donc ça montre à quel point n'importe qui, avec un peu de volonté, peut accueillir la langue française et en connaître et en apercevoir toutes les richesses. D'ailleurs, c'est le plus français de nos écrivains algériens. Absolument. Moi, je voulais faire un coup de cœur pour Christelle Niasme, qu'on connaît bien ici, qui est la maire de Villeneuve-Saint-Georges. Hier, en fait, c'est Louis Boyard qui a tweeté son indignation suite à la levée du conseil municipal, puisqu'avec alors la fameuse liste LFI qui se réduit à 2 personnes maintenant au conseil municipal, voulait jumeler la ville de Villeneuve-Saint-Georges avec une ville en Palestine. Et donc, Christelle Niasme a décidé d'interrompre le conseil municipal parce que c'était pas à l'ordre du jour et que ça n'avait pas de sens. Donc, bravo à elle d'avoir ce courage et de contrer les choses. Mais c'est très intéressant, vous voyez, parce que on peut faire le lien avec le sujet qu'il y avait juste avant. C'est-à-dire que vous avez un parti, disons-le, la France Insoumise, qui va attaquer tout ce qu'il y a de Français, mais qui va glorifier tout ce qu'il y a de Palestiniens. Moi, je suis toujours fascinée de cette volonté d'aller chercher des patriotismes de substitution à l'étranger. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en France, qui sont encartés dans des partis politiques, qui pour certains d'ailleurs, vous avez cité Louis Boyard, sont députés de la nation, donc qui représentent la nation française à l'Assemblée nationale, qui sont par ailleurs dans des collectivités, dans des municipalités, et qui trouvent le moyen toujours d'aller défendre les intérêts des Palestiniens. Moi, je comprends qu'on puisse se soucier de ce qui se passe à Gaza, mais enfin, pourquoi toujours importer ça en France, et pourquoi se soucier toujours davantage de la Palestine ou de l'Algérie plutôt que de la France? Ces gens-là sont députés français qui se soucient un peu de notre pays. Hassan n'a pas fait un seul tweet sur autre chose que la Palestine. Hassan ne s'intéresse pas à la France. Sincèrement, ils s'en foutent de la Palestine. Enfin, là, pour le coup, il faut sortir du cadre. La balade en bateau, par qui elle est financée? À quoi elle sert? C'est pas d'aller aider avec 4 médicaments ou 4 morceaux de vie, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas y aller. Il s'agit de se mettre en scène, cette fois-ci de manière méditerranéenne, donc quasiment européenne, dans un contexte où les députés européens, en s'associant d'ailleurs à une figure encore historique, ou en tout cas très forte et globalisée, de l'écolo-féminisme suédois, en l'occurrence. Et donc, on s'en fiche, la cause, elle n'est pas là. La cause, elle est profondément française, c'est-à-dire en réalité prendre le pouvoir en France à partir d'une France qu'on a typée, ciblée, la France créolisée, sur une population, encore une fois, qui est à la fois ethnique et religieuse, qu'on veut faire monter en participation, c'est tout. Ne croyez pas que Gaza ait une once d'intérêt, ni même les Algériens de je ne sais quel parti, dans l'esprit des cadres et de certains militants de la France Insoumise. Ils s'en foutent. C'est un moyen de mobiliser. Est-ce que ça marche dans l'opinion, Frédéric? Non, est-ce que ça marche dans l'opinion? Non, ça ne marche pas. Alors, c'est très intéressant. Il y a eu en fin de campagne des élections européennes une dynamique pour la liste insoumise Manon Aubry, Rima Hassan, où ça s'est terminé à 9,5. Ils ont fait au final 9,8. Maintenant, j'ai vu une enquête de mes confrères d'Odoxa où auprès des sympathisants LFI sur les sujets qui les préoccupent le plus, la situation à Gaza est dans le top 3, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des autres familles politiques et même des Français sans sympathie partisane. Et dans l'enquête pour le CRIF, la seule famille politique favorable à une reconnaissance immédiate de l'État palestinien, et là aussi c'est minoritaire, une reconnaissance immédiate. Il y a des conditions que les Français veulent voir respectées, la libération des otages, la démilitarisation du Hamas, c'est la France Insoumise là aussi. Mais on l'a vu à Avignon où Raphaël Arnaud a débarqué par le TGV est inconnu, il a agité le drapeau de Gaza, il a fait 26%. Donc c'est effectivement quelque chose qui mobilise les gens. C'est pour ça d'ailleurs d'abord c'est un côté charognard quand on voit les drames humains qui peuvent se poser des deux côtés. Enfin, ce sont des débats très complexes. L'idée de ne prendre qu'une partie et de l'instrumentaliser pour en faire un commerce électoral, moi je trouve ça nauséabond. Voilà, mais c'est aussi pour cela que vis-à-vis de tous nos concitoyens, qu'ils aient des liens avec les Juifs d'Israël, qu'ils aient des liens avec le monde arabe, le monde musulman, on doit d'abord réfléchir en tant que Français et pas se laisser embarquer dans des aventures qui de toute façon ne peuvent qu'attiser. Voilà, d'abord
on ne réglera pas le problème israélo-palestinien depuis Marseille ou depuis Paris. C'est faux. On ne le réglera pas sur un bateau. En revanche, on pourrait essayer peut-être de trouver ce qui nous rassemble et de régler nos problèmes à nous qui sont bien existants également. On marque une petite pause et dans un instant, on va parler avec vous de Noémie, de Christophe Glaise, donc ce journaliste condamné à 7 ans de prison. Puis on pourra parler également de la visite de monsieur Delogu en Algérie. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi. Mehdi Raïch a tweeté, on a donc un député français qui fait la promo du régime algérien pendant que celui-ci enferme Boualem Sansal et Christophe Glaise. Quelle fierté pour la France. Vous faites un concours du plus ignoble à la France insoumise. On va en reparler dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Noémie, votre coup de gueule, qui est un sujet que je souhaitais évoquer, évidemment. C'est un nouveau cas d'école du chantage que mène l'Algérie sur la France. Vous l'avez dit brièvement, Christophe Glaise. On va entendre sans doute son nom pendant un certain temps. Malheureusement, il a été condamné, vous l'avez dit, à 7 ans de prison. 7 ans de prison par la décision, par la justice algérienne pour apologie du terrorisme. Donc c'est un journaliste sportif qui travaille notamment pour SoFoot, pour Society. Il fait principalement des documentaires sportifs. La justice algérienne lui reproche d'être entré en contact avec un dirigeant kabyle qui fait partie d'une organisation qui a été classée terroriste seulement en 2021 par le pouvoir algérien. Mais c'est les gens qui le défendent. Sa défense explique qu'il y a eu seulement 3 échanges entre ce journaliste et ce cadre politique, dont 2 avant que cette organisation soit classée organisation terroriste. Donc, et c'était notamment pour faire un documentaire et certainement pas pour des raisons politiques. Ce qui est intéressant de rentrer dans le détail pour montrer finalement à quel point le dossier est vide, à quel point la sentence est violente, exactement comme dans Boualem Sansal. Le but, c'est de faire taire, c'est d'éteindre toutes les voix qui sont indépendantes, qui sont critiques, qui sont simplement libres, les journalistes, les écrivains, qui sont attaqués par ce régime. Et dans la mesure où Christophe Glaise, disons-le, est français, on va s'attendre aussi à on espère, en tout cas j'espère, une réaction un peu plus forte de la part de la France, parce qu'on a vu hier un petit communiqué, franchement les communiqués de presse qui ne disent absolument rien, c'est pas suffisant. Alors moi je pensais que c'était au mois de mai dernier, en fait c'est le mois de l'année, c'est l'année dernière, ça fait 1 an qu'il est en résidence surveillée en quelque sorte, ça fait 1 an qu'il a été... C'était confidentiel, c'est d'ailleurs ces Reporters sans frontières qui nous expliquent que cette affaire est restée comme d'habitude. On explique que c'est en coulisses, que les négociations doivent se faire, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas médiatiser les choses. D'ailleurs, dites-vous que l'affaire Boualem Sansal aussi, elle a été médiatisée contre un certain nombre d'avis de diplomates. Mais c'est vrai que c'est toujours un cas complexe, parce que en réalité, on n'a aucun moyen d'aller libérer Boualem Sansal. On n'enverra pas l'armée. Si les Algériens veulent pas le libérer, il peut mourir en prison. Et donc, c'est comme les négociations avec les terroristes. C'est-à-dire que se pose toujours la question, je dirais, de comment est-ce qu'on a le meilleur résultat en efficacité. Et quand on rentre dans des questions d'orgueil, il est évident qu'une fois qu'on a fait de Boualem Sansal une cause nationale, c'est un bras de fer. Et la question, c'est est-ce qu'on peut le gagner ? Je ne suis pas certain qu'on puisse le gagner. Ou alors, on peut engager beaucoup de moyens, mais ça coûtera, je dirais, très cher. Il y a aussi des problèmes par derrière, c'est-à-dire qu'en réalité, ça s'inscrit dans un jeu diplomatique plus profond, où l'Algérie est alliée avec la Russie, où nous avons nous-mêmes pris des positions. Donc en réalité, tout se paye. C'est un choix géopolitique, et donc ça suppose soit de changer notre position géopolitique pour essayer d'améliorer notre relation avec l'Algérie, il y a aussi la relation avec le Maroc, soit d'entamer un rapport de force, mais ce rapport de force, je ne suis pas certain qu'on le gagnera. Donc vous savez que pour le journaliste, je critiquerai pas le fait de ne pas l'avoir médiatisé, parce que je pense que c'était peut-être plus facile de l'extirper. Maintenant, je dirais qu'il il est sur la table, ça risque effectivement d'être mis dans le même lot que Boualem Sansal. Et il y a un aspect politique qui est intéressant, c'est que ce journaliste travaillait également pour le Média, donc Média affilié à LFI, et qu'il y a eu, il y a eu un communiqué du Média, mais il y a eu un nombre de réactions, une meute qui s'est, pardonnez-moi la reprise de ce terme, une meute qui s'est déchaînée contre ceux qui défendaient, qui s'interrogeaient sur l'emprisonnement de Christophe Glaise, en défendant l'Algérie tout simplement, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur place, oui, n'avez pas à aller parler avec ce club, il y a des Algériens français, et des Français aujourd'hui qui défendent cet emprisonnement. Je sais pas, je vous vois. Je crois qu'on est, ça a été dit juste avant, Boualem Sansal et malheureusement ce journaliste, Monsieur Glaise,
sont des objets au cœur d'un enjeu qui est un peu plus large, alors très franco-algérien. D'ailleurs, à la base, c'est quand même ça. Déjà, algérien. Algéro-algérien, on va dire, parce que là, pour le coup, on y est vraiment au cœur. Et à l'intérieur du système aujourd'hui, il y a quand même des mouvements. Il faut, pour celui qui est en place, donner des gages, non pas aux BRICS, à qui vous voulez, aux Russes. C'est d'abord quelque chose qui doit s'inscrire dans comment je me maintiens, comment j'organise. Bon, la France, c'est un des meilleurs ennemis, parce qu'il faut quand même savoir. Je veux dire, on parlait de foot, Monsieur Glaise, il est journaliste sportif à la base. Vous vous rendez compte à quel point les destins sont liés. L'équipe d'Algérie de football aujourd'hui, l'équipe nationale, les joueurs professionnels qui la composent, sur le 11 titulaire, on parlait de tennis tout à l'heure, il y en a 10 qui sont nés en France, qui ont joué pour les équipes de France de jeunes auparavant et qui n'ont jamais mis les pieds avant d'aller jouer pour l'Algérie, quasiment en Algérie. Donc, ce sont deux entités qui vivent de manière serrée. On a une communauté de franco-algériens en France qui fait d'ailleurs que... Pourquoi on a autant de difficultés à se mettre en mouvement politique? C'est parce qu'on a toujours cette crainte d'une réaction potentielle liée à ce que vous racontez sur les influences qui sont mobilisées. Évidemment qu'il y en a de plus en plus, qui sont digitales, physiques, avec des porte-paroles médiatiques, politiques, ce que vous voulez, qui sont mobilisés par l'Algérie en permanence, ce que nous n'avons pas de l'autre côté d'ailleurs, ce que nous n'avons absolument pas de l'autre côté. On ne l'a pas fait. Il faut dire qu'il y en a 1 million qui sont partis. Voilà, non, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne l'avons pas fait. Nous pourrions très bien, nous aussi, financer cette activité comme nous pourrions la faire ailleurs. Et puis en plus, il faut dire aussi que plus largement, l'Algérie aujourd'hui, elle est, oui, toujours son grand parrain russe qui quand même la regarde de manière un peu embêtée en ce moment parce qu'elle s'est évidemment embrouillée très fortement avec le Maroc, ce qui est à l'origine de notre problème récent avec l'Algérie en mode de tension, mais avec le Mali, mais avec le Niger, mais avec son voisin tunisien, ainsi de suite. Donc c'est compliqué pour l'Algérie aujourd'hui parce qu'elle perd même le point d'appui historique qu'elle avait avec la Russie. Donc c'est un moment où il faut faire attention aux chambres d'écho. Je suis assez d'accord. Boualem Sansal, il a été pris, à mon avis, dans quelque chose qui est terrible, c'est que ça a servi le régime algérien, si vous voulez. Bien sûr. La chambre d'écho était terrible. Donc aujourd'hui, oui, on peut le faire. Il faut qu'il y ait des associations, des choses. Mais l'État français, il faut qu'il travaille plus en profondeur, s'il le peut encore. Parce que regardez, ceux qui veulent faire du bise avec l'Algérie, ça continue de marcher. Hein. Monsieur CMA CGM, qui est chez vous, pas très loin de chez vous à Marseille, il s'occupe du port et il vient de le faire et de le signer pour quelques années encore. Frédéric. Je suis frappé comme le cas de Boualem Sansal intéresse beaucoup les Français. Ils en parlent spontanément dans les enquêtes qualitatives. Ça s'inscrit dans un mouvement de fond qui est que les Français s'intéressent de plus en plus aux questions internationales parce qu'ils se disent ce qui peut se passer dans nos relations avec l'Algérie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe ailleurs, peut avoir, dans le bureau ovale, peut avoir un impact sur nos vies. Et je rappellerai cette enquête un peu ancienne, mais qui est quand même toujours d'actualité, l'enquête IFOP fiduciaire pour Sud Radio sur les relations franco-algériennes. On a vraiment un différentiel de bonne image. Alors, c'est un sondage de popularité entre le Maroc et la Tunisie, respectivement 68% de bonnes opinions, 60% pour la Tunisie, et l'Algérie, où il y a seulement 29% de bonne image et une virulence anti-algérienne qui atteint presque un Français sur deux, c'est-à-dire les très mauvaises images. Donc l'opinion n'est pas dupe, voit les choses, et je suis dans l'enquête IFOP JDD publiée dimanche, où pour la première fois la logique d'impuissance a été associée à l'action internationale d'Emmanuel Macron sur le mode avec ce qui se passe en Iran, il regarde les trains et les balles passer, si je puis dire, ce qui n'est pas faux. Il y a l'idée aussi qu'il n'agit pas assez, la France n'agit pas assez pour la libération de Boualem Sansal. Oui, après, bon. Oui. D'abord, je voulais dire que sur LFI, c'est intéressant, c'est qu'on a Delogu en Algérie, et c'est un journaliste du média. Donc, je dirais, LFI, il va être quand même dans un corner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir soit choisir de défendre le journaliste qui est proche de lui, soit sa cible. Mais Aymeric Caron, pour le coup, a fait un tweet pour s'indigner de cette arrestation. Il s'est pris un monceau d'insultes. Parce que ça ne répond pas à leur idéologie. Il faut dénoncer quand Rima Hassan est retenue une nuit en Israël après avoir fait sa petite envolée humanitaire. Mais par contre, Boualem Sansal, évidemment, il ne faut pas le dénoncer. Parce qu'en fait, c'est toujours des indignations à géométrie variable. C'est un journaliste, j'ai envie de dire, qui est proche d'eux. Oui, et même, vous avez vu, Sébastien Delagu, il était en Algérie, mais il a donné même une interview à la télé algérienne dans laquelle il explique qu'au fond, la parole de Bruno Retailleau n'est pas celle qui représente la France. Il n'a pas dit un mot pour défendre Boualem Sansal et il a repris toute sa propagande pro-algérienne, pro-régime, parce que, encore une fois, il faut toujours faire la distinction entre le régime et le peuple. Juste un mot, parce que c'est vrai que... Une partie de l'étranger, non mais... Oui, c'est ça. Mais vous savez...
Je fais partie par ailleurs du comité de soutien à Boualem Sansal. Et je me permettrai peut-être une critique un peu plus acerbe vis-à-vis de la diplomatie française. Oui. Parce que vraiment, le régime algérien nous humilie du matin au soir. Souvenez-vous de leur communiqué quand ils ont arrêté Boualem Sansal. Ils avaient parlé de la France, je cite, macrono-sioniste. Il faut lire ce communiqué pour se rendre compte à quel point ce régime est antisémite. Le communiqué officiel. Le communiqué officiel. Il faut le lire parce qu'il est éclatant et on voit à quel point ce pays nous traite comme une serpillière. Donc nous devrions être un petit peu plus durs. Il y a des mesures de rétorsion. Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, publie régulièrement des tribunes dans le Figaro où il explique ce qu'il faut faire, quels sont nos leviers, nos moyens d'action, les fameux accords de 68 d'ailleurs, qui avaient été dénoncés par Retailleau, etc., etc. Nous avons des leviers, nous devons nous défendre et arrêter de nous faire marcher dessus du matin au soir par ce régime. On va en reparler, on va en reparler dans un instant, petite pause de pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous parlons donc de Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Il était déjà aux arrêts, il était en résidence surveillée depuis 1 an. Grand silence aussi politique, silence médiatique. Oui, dans un certain nombre de médias, par exemple l'Équipe, alors que c'est un journaliste sportif qui enquêtait sur une équipe de football de Tizi Ouzou. Il n'y a pas un mot ce matin dans l'Équipe. Alors, je vois une auditrice qui me dit il y a aussi des Français enfermés en Malaisie, condamnés, etc. Non, mais ce qu'elle nous reproche, c'est de parler de l'Algérie. Sauf que ces 2 personnes sont enfermées pour Boualem Sansal pour des idées. Et ce journaliste pour avoir voulu faire un reportage. Il y a 2000 et quelques Français qui sont emprisonnés à l'étranger. Certains le sont pour des raisons valables, d'autres peut-être moins. Néanmoins, il y en a certains, c'est pour trafic de drogue, extorsion de fonds. Et il y a des gens, c'est pas parce qu'ils sont français qu'ils ne doivent pas être emprisonnés. Là, en l'occurrence, ils n'ont a priori commis aucune infraction. Et cette même personne me dit, et je trouve que ce commentaire est indigne, pardon madame, et que je l'ai vu beaucoup dans les commentaires suite à celui d'Aymeric Caron, de dire oui, mais il est rentré avec un visa touristique. C'est-à-dire que, madame, un visa touristique vous condamne à 7 ans de prison ? Non. Je voudrais que vous m'expliquiez le raisonnement, si ce n'est d'une mauvaise foi absolue. Ça me met dans une colère. Oui, des journalistes parfois sont obligés de se rendre dans certains pays avec des visas touristiques parce que vous ne pouvez pas rentrer avec un visa de journaliste parce que les journalistes sont interdits dans certains régimes, parfois comme celui de l'Algérie. Donc oui, des journalistes sont rentrés avec des visas touristiques pour travailler, pour enquêter, et ils font leur travail, pour informer, et ça ne mérite pas 7 ans de prison. L'histoire entre la France et l'Algérie, elle n'est pas l'histoire de la France avec l'Iran, de la France avec la Malaisie, de la France avec le... C'est ça. Peu importe. Vous vous rendez compte, et l'actualité et la réalité sociologique aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre de compatriotes qui vivaient en Algérie depuis de très grand nombre d'années, qui ont dû partir très vite, très violemment au début des années 60. Mais pour autant, la France a accueilli beaucoup d'Algériens et continue d'en accueillir aujourd'hui encore. Vous parliez de mesures de rétorsion. Oui, on pourrait s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui sur les visas touristiques, sur les visas consulaires, sur les visas de toute nature que vous voulez, ou les échanges universitaires, ce que vous voulez. La France est aujourd'hui... Sur la santé. Peut-être la plus grande ville algérienne, si vous la rassemblez aujourd'hui, si vous voulez, et c'est une stratégie du régime. Quand vous êtes au collège ou au lycée en Algérie, on vous apprend qu'une partie de votre destin, c'est de partir vivre en France. Donc, c'est une grande hypocrisie. C'est pour ça qu'on peut avoir la même relation, qu'on ne peut pas avoir les mêmes exigences. D'ailleurs, qu'il faut trouver une solution à un moment donné. Alors, soit vous faites du changement de régime, vous êtes loin de pouvoir le faire compte tenu de ce qui se passe en Algérie, soit vous trouvez des moyens coercitifs, soit vous réinventez une histoire, mais en tout cas, c'est un vrai défi parce que c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Nous avons une ville comme Marseille qui, entre les deux, est une ville quasi franco-algérienne pour une partie, si vous voulez, aujourd'hui. Donc nous avons quelque chose qui aujourd'hui doit être traité. Ça ne peut pas être regardé comme la relation avec la Malaisie, je ne sais quel pays, encore une fois, très distant. Parlons de Sébastien Delogu. Donc il est en Algérie, il a accordé une interview à la télévision algérienne avec des mots très forts. On va écouter ce qu'il disait. De l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est coupable de tout. Oui. Mais quand vous arrivez ici, vous apprenez à avoir un peuple qui vous accueille d'une manière dont, honnêtement, je n'ai jamais été accueilli. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi.
et on me reçoit d'une manière magnifique. Et puis, quand vous venez pour apprendre ce que le peuple algérien a à donner, le jour où j'aurai à prendre des décisions, je pourrai bien évidemment donc agir en conséquence. Voilà, l'interview est en soi un exercice intéressant à regarder. Il parle aussi de Jean-Luc Mélenchon en disant il est très intelligent et très caractériel. Donc là aussi, voilà. Donc ce type est quand même en campagne. C'est ce que me dit notre ami Mehdi Raïch qui nous écoute. Il ne faut pas oublier qu'il est en Algérie dans une optique de lancer sa campagne pour les municipales de Marseille. Il y a une grosse diaspora algérienne et il dit à un moment, il est vrai que pour ma part, j'ai embrassé le drapeau de l'Algérie. On peut s'interroger sur un deal politique, effectivement. Oui. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais je rappelle quand même que Macron avait fait exactement la même chose en 2017 quand il avait eu des mots sur les crimes contre l'humanité en Algérie et la France. Donc, je veux dire, il ne faut que reproduire cyniquement. Il sait très bien qu'à Marseille, il y a une population d'origine algérienne qui ne représente pas la moitié, mais qui doit bien représenter un tiers de la population. Donc, il sait que c'est son potentiel. C'est exactement la même stratégie dont on a parlé. Après, il a été élu et le drame, en fait, c'est que c'est l'homme qui ne connaît pas le maréchal Pétain. Donc, je suis sûr que s'il s'est arrêté au programme en 45, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait 62. Le verdict vient de tomber pour Boualem Samsal, 5 ans à nouveau. 5 ans, sachant que Boualem Samsal a 80 ans, qu'il est malade, vous savez, il a un cancer. Donc ça équivaut quasiment à une condamnation à mort pour lui. C'est-à-dire qu'on l'a brisé, on lui a brisé les os psychiquement, mentalement, puisqu'il est enfermé depuis plus de 6 mois maintenant. Et maintenant, cette condamnation, elle est terrible. Elle est terrible pour un homme qui, vous savez, pour ceux qui l'ont connu, ce qui a été mon cas, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises au cours de festivals de livres, etc. Et c'est un homme d'une gentillesse, d'une profondeur, d'une douceur. Oui, surtout avec, qui n'a rien fait d'autre que d'écrire. Quand bien même, parce que j'ai croisé un journaliste qui me reprochait de parler parfois, qu'on disait dans les médias, on dit du mal de l'Algérie, et je lui dis oui, mais Boualem Samsal, il me fait mais quand bien même ce serait un gros con, pardon de m'exprimer comme ça, quand bien même ce serait un beauf, un salaud, un sale type. Quand bien même ce serait de Logu. Oui, quand bien même ce serait de Logu, qui ne risque pas d'être enfermé. Non, vu ce qu'il dit, il risque pas d'être emprisonné. Non, je crois que là, ce qui est terrible en plus, c'est que 5 ans, c'est vraiment un verdict qui décrit l'idée qu'ils vont aller au bout. On serait passé à 10, on aurait confirmé 10 ans, ou voir la grâce présidentielle du président Tebboune aurait été un acte politique, géopolitique, si vous voulez, qui avait commencé à avoir un certain poids. Là, pour le coup, c'était un petit peu vous connaissez bien mieux l'histoire que nous pouvons la connaître, mais je trouvais que, si vous voulez, il y avait presque un message et il y avait eu des relais, vous voyez, chez les amis de l'Algérie et les fistes, pour dire, il y a une solution qui va s'ouvrir, quelque chose, il y avait des petits échos comme ça et là, qui n'étaient pas officiels, mais qui disaient bien, compte tenu de ce qu'on voit avec monsieur Delogu là-bas, qui disait bien qu'il y avait un canal, en tout cas, qui pouvait être officiel, mais qui pouvait annoncer des choses comme ça. Donc, je pense que c'est une mauvaise nouvelle sur le plan, évidemment, du verdict et du maintien du verdict pour Boualem Samsal, mais aussi pour nous, évidemment. Et c'est même une mauvaise nouvelle dans ce qu'on pouvait attendre après, c'est-à-dire un acte politique de Tebboune qui pouvait dire, voilà. Alors, il y a la fête, il y a une grâce qui pourrait intervenir, je crois, dans quelques jours, mais la première étape de ce qu'évoquait Vincent Hervouette, qui connaît quand même très très bien toutes ces questions internationales, avait prévu qu'il serait condamné et a prédit qu'il ne serait pas gracié. Frédéric a un commentaire. Non, je vais pas réagir à un chose, tout a été très très bien dit. C'est bien sûr une triste nouvelle. L'impact sur l'opinion peut être bien sûr pas massif, mais non négligeable. Il y a dans notre baromètre IFOP fiducial pour maintenant Ouest France et Sud Radio, il y a des traits d'image associés au président de la République. Je note que sur l'item défend les intérêts de la France à l'étranger, il est plus haut que sur les autres traits d'image, mais il est nettement plus bas que l'était le Jacques Chirac du second mandat, qui rapportait beaucoup de contrats au pays, le Nicolas Sarkozy avec ses propositions de paix en Géorgie et sauvant un peu la situation en Europe avec Angela Merkel, ou François Hollande, qui, il ne faut pas l'oublier, a été plutôt un président populaire sur les questions internationales, sauf
quand en août 2013, il a voulu intervenir en Syrie et pousser Barack Obama, mais on peut se dire avec 12 ans de retard, qu'est-ce qu'il avait eu raison de tenter le coup ça nous aurait peut-être évité cette horrible séquence terroriste 2015-2016. Juste un mot sur Boualem Sansal. C'est vraiment quelqu'un aussi qui nous rappelle ce que c'est que le courage. Oui. C'est un homme qui n'a cessé dans ses écrits de déclarer l'amour à son pays. Et au nom de la défense de son pays et de l'amour qu'il porte à son pays, son premier pays, l'Algérie, il attaquait violemment le régime tout en sachant que c'était un danger pour lui. Mais il considérait que c'était plus important malgré tout, même s'il prenait des risques pour lui, pour ses proches, pour sa sécurité, même s'il savait qu'il prenait des risques, il a continué à dénoncer les agissements du régime, il a continué à défendre ce qui lui semblait être bien. C'est un exemple de courage qui doit nous rappeler aussi à quel point parfois il faut se dépasser, il faut prendre des risques. Et aujourd'hui, on doit se tenir à ses côtés. On doit essayer de continuer à porter sa voix le plus possible. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible, encore une fois. 5 ans, c'est quasiment une condamnation à mort. Après, s'il n'est pas gracié, soit on continue à faire de la diplomatie pendant des années en espérant un changement, soit on fait comme d'autres pays et on prend des mesures plus expéditives pour aller le récupérer. Hein. Mais là, alors, c'est la fête nationale algérienne le 5 juillet. Est-ce que pendant ces 4 jours, la diplomatie française peut s'agiter? Est-ce que M. Barrot, au lieu de s'occuper de Rima Hassan, peut s'occuper peut-être du cas de Boualem Sansal ou le président de la République? Enfin, je ne sais pas, à ce niveau-là, ça devient très compliqué quand même. C'est difficile parce que ce que demande l'Algérie, c'est que la France, si vous voulez, je ne vais pas le dire parce que ce serait un peu d'une vulgarité sans nom ici, mais c'est vraiment ce qu'ils estiment. Voilà, il faut qu'on baisse notre pantalon. Non, on le fait déjà. Non, mais vraiment pour le coup, très concrètement et officiellement, c'est moins vrai sur le plan diplomatique, mais là pour le coup, ce serait ça. Donc ce qui veut dire que pour la France, c'est une situation quasi insoluble aujourd'hui. C'est ce qu'a très bien compris à partir du moment où il y a une chambre d'écho. Vous savez, il y a 2 intérêts nationaux aussi qui se jouent. Je vous le redis, à l'intérieur du système algérien, c'est aussi un moment où il faut que le président Tebboune donne des gages, si vous voulez, de quelque chose qui peut ressembler à ça. Mais il y a besoin d'un reset, il y a besoin de quelque chose. C'est-à-dire, encore une fois, on ne peut pas. On parlait de Marseille tout à l'heure. On voit Delogu qui s'en va là-bas prendre ses ordres, peut-être une mallette, je ne sais quoi derrière, connecté avec son électorat. Attention à ce que vous dites. Non, j'ai peut-être. Évidemment. Enfin, on peut s'interroger. Non, mais il est quand même député de la France, il est en extraterritorialité. Où est-ce qu'est l'extraterritorialité? Moi, ça me pose cette question à un moment donné, si vous voulez. La France créolisée, des choix. La stratégie au quai d'LFI, tous les jours, de créer un point de fixation est extraordinaire politiquement. C'est du développement politique de haut niveau. Maintenant, là, on commence à passer des frontières qui sont où est l'extraterritorialité? Est-ce qu'elle est quand Delogu s'en va en Algérie ou est-ce que c'est Delogu député? Et d'autres aussi. Monsieur Arnaud, et ainsi de suite. Donc, on commence à avoir un enjeu. Là, c'est un enjeu qui, pour moi, alors je ne veux pas dire que le cas de Boualem Sansal n'est pas important, mais on a, ce que vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, un problème dans ce pays. Sachons très bien que les élections aujourd'hui à travers le monde sont toutes interpénétrées par des forces étrangères. Toutes. Il n'y en a pas une qui se déroule sans qu'il y ait ça. Sauf que nous, on a une cible. Si vous voulez qu'on décrive les choses correctement, ce pays est une cible très spécifique en Europe pour plein de forces, dont celle dont mais parce qu'on n'est pas respecté non plus. Est-ce que vraiment on pense que s'il y avait un intellectuel américain qui avait été arrêté par l'Algérie et condamné à 5 ans de prison, est-ce qu'il se serait amusé à le faire? Ils n'ont pas 6 millions de franco-algériens, c'est ce que redoutent les Français. D'accord, il y a la réaction qu'on peut avoir. Mais je dirais, est-ce qu'il se serait amusé à le faire? Est-ce qu'il s'amuserait à arrêter un intellectuel israélien et à le maintenir? Ça veut dire qu'on manque de... Non, mais la question, c'est aussi, la meilleure manière, c'est aussi quand on fait peur, on ne fait pas peur. Oui, vous avez Ils savent très bien qu'on allumera des bougies. Je vous le redis, l'équipe d'Algérie, elle va rejouer des matchs à la rentrée au mois de septembre, en Coupe d'Afrique des Nations, en préparation de la Coupe du Monde. Dedans, les jeunes gens qui jouent sont français. C'est intéressant. Voilà. Oui, d'accord. Frédéric? Non, j'ai pas de choses particulières à dire. N'oublions pas ce moment où on est dans un momentum particulier où les Français s'intéressent aux questions internationales, s'intéressent bien sûr à la relation franco-algérienne. On avait fait une enquête il y a une quinzaine d'années sur le regard sur la guerre d'Algérie. Ça reste un regard à vivre chez beaucoup de Français. Et alors, si je deviens plus électoraliste, si je puis dire, les élections municipales ont lieu au mois de mars. Alors, on aura largement le temps de parler avec nos amis de TF1, LCI, comme on l'avait dit avec Guillaume Debré. C'est peut-être des élections inédites où une partie
de la dimension internationale va avoir un impact en termes de mobilisation. Traditionnellement, les municipales, il y a un effet national, le vote sanction, etc. Là, quand on voit l'éclipse du politique à l'échelle nationale, elles sont extrêmement localisé, même si on sera à 1 an de la présidentielle, comme lors du duo 2001-2002, où l'élection avait été très politique, avec beaucoup de ministres sortants, socialistes, communistes, écologistes, battus. Là, clairement, il y a des partis politiques, et on en a parlé là, qui vont sans doute jouer une carte communautaire et qui vont mettre en bandoulière notamment la question de Gaza et peut-être, comme on l'a vu, la question de l'Algérie. Oui. Et la question aussi, ça va être de savoir quelle est la place de la France dans tout ça, quelle est la voix de la France dans ces questions internationales. Est-ce que c'est une voix qui porte? Est-ce que c'est une voix qui a un sens? Souvenez-vous, quand il y a eu l'attaque là, voilà exactement, il y a quelques jours, quand Donald Trump a ordonné l'attaque sur les centrales nucléaires en Iran, nous avions notre président de la République qui s'extasiait devant la vase olympique et qui faisait des tweets. On se rend compte à quel point on ne pèse plus aujourd'hui dans les grandes décisions mondiales. Je suis pas d'accord sur l'Iran. J'ai tenu une pause. C'est que je pense qu'on n'avait rien à faire. En tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, on n'a aucun intérêt à alimenter une guerre illégale. J'ai vu votre passage plus, là-dessus. On n'a aucun intérêt, nous, à rentrer dans un conflit militaire. D'abord, on ne nous a pas consultés. Ensuite, on n'a pas les moyens. Et troisièmement, si c'est pour y aller sans moyens, voilà. Et je veux dire, cette affaire n'est pas terminée. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelques mots donc sur la censure. La gauche veut censurer Bayrou. Le RN, par la voix de Marine Le Pen, il y a quelques instants, a dit qu'elle ne voterait pas cette censure parce que ça n'apporterait rien aux Français. Ça s'appelle la garde alternée. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux partis qui, conjugués, peuvent faire chuter le gouvernement, mais comme ils n'ont pas intérêt, ce sera une censure la semaine, et la semaine suivante, ce sera la censure de l'autre, que chacun ne votera pas. Ce qui permet de faire du théâtre, en disant, regardez, on s'oppose, mais en évitant la conflagration atomique. Et François Bayrou l'a bien compris, puisqu'il leur a dit, si vous voulez la proportionnelle, c'est la petite cerise, il faut tenir, ce sera votre cadeau de Noël, si moi je survis à tout ça. Ouais. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que... Hier, Jordan Bardella a demandé à Emmanuel Macron de dissoudre à nouveau. Oui, on se souvient, c'était son souhait. Il avait été bien exaucé le 9 juin. Il avait été finalement surpris, comme tout le monde, lors de la dissolution de l'Assemblée nationale post-élections européennes. On est dans un moment tellement d'éclipse du politique à l'échelle nationale où les Français se disent que c'est plus là que ça se passe. Il y a un niveau de désintérêt. On a publié les indices IFOP JDD dimanche et on voit la cote de Bayrou dans l'histoire. C'est le plus ancien baromètre de la 5e République. Comme vous le savez, à l'époque, le JDD était un supplément du dimanche de France ce soir. On peut comparer tous les premiers ministres. François Bayrou est celui qui a le plus de personnes mécontentes. Édith Cresson avait une petite part de satisfaite, mais il y avait beaucoup de personnes qui ne se prononçaient pas. Et c'est clair que la grille de lecture, quand on travaille sur les raisons de la satisfaction, c'est l'inaction. Il est là pour durer et pas pour endurer. Il ne fait rien. Il n'y a aucune transformation du pays. Et donc, effectivement, et par rapport à nos sujets précédents, Valérie, dans un monde en ébullition, en mutation, on a l'impression que la France fait la planche. Elle ne coule pas, mais elle dérive. Et c'est vrai qu'on a non pas une colère, parce que j'ai déjà vu des Français plus en colère, mais une sorte d'exit, d'indifférence et la recherche d'acteurs de confiance. On l'a déjà dit ici. L'entrepreneur qui, lui, fait des choses, change la vie. L'élu local, le maire, même si pour lui, il y a une pression jamais vue, parce qu'il est dans tellement de tempêtes et de contradictions qu'on lui demande toujours plus. Mais effectivement, est-ce que le souhait d'une censure est majoritaire chez les Français? On n'a pas posé la question depuis longtemps. En tout cas, une dissolution, c'est l'enquête pour LCI, est rejetée à 60%, mais est majoritaire dans deux électorats, celui du LFI et celui du Rassemblement national. Qui sont ceux qui ont peut-être le plus à gagner aussi dans une dissolution. Oui, je crois qu'on n'est pas loin de la vérité entre tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que François Bayrou, c'est quelqu'un qui a compris qu'on était dans une sorte de 4e République de passage, différente, encore une fois, parce qu'il sait qu'il a géré aussi la figure du président de la République, qui continue à avoir quand même un levier terrible, ce qu'avait pas celui de la 4e République, si vous voulez, mais on est là, ça se joue au sein de l'Assemblée, à Matignon, ça discute, ça s'envoie, ça se promet, ainsi de suite. Donc, voilà, les grands projets, on voyait la réforme de l'audiovisuel terminé, vous voyez ce que je veux dire, c'est des moments aussi où il y a des envies de bouger les lignes, mais c'est compliqué, le politique est tellement faible que ça permet effectivement à quelqu'un aujourd'hui de jouer avec cette partie-là. Moi je suis moins certain que on n'est pas quand même quelque chose que je sens le président de la République quand même agacé. Alors il veut pas faire de dissolution, j'en suis quasi persuadé, mais
Étonné qu'il s'amuse avec un autre concept majoritaire, minoritaire, si vous voulez, au moment du budget l'année prochaine. C'est-à-dire que lui-même, à un moment donné, veuille finir son mandat avec un autre moment politique, peut-être quelque chose de différent. Je pense qu'il est là pour le coup, on sent quelque chose qui est sinon rompu avec François Bayrou, en tout cas frustré. Pas très loin. Voilà. Mais moi, je verrais bien un beau référendum. Un beau référendum qui lui permettrait d'essayer de récupérer la main ou de s'en aller dans la gloire. Je pense qu'il ne supporte pas d'être réduit à l'état de poterie chinoise. Et puis il faut qu'il montre qu'il est capable de sortir M. Bayrou, que quelque chose soit pas très loin. Donc la motion de censure, cette fois-ci autour du budget plus stratégique et qui serait un acte de sortie pour Bayrou, ou lui-même, appuyant sur un bouton qui serait comme s'il l'avait fait avec Mme Borne, rappelons-le, il a lui-même exité des premiers ministres, et je crois que c'est une manière de recréer quelque chose. Il sent il se passe rien, il sent lui-même d'ailleurs ce divorce, peut-être du moment. Moi, je suis assez étonné, comme Frédéric, non pas sur l'aspect sondage Quanti ou Cali, mais sur l'expérience de vie, on ne parle plus de politique. C'est la première fois. Je n'ai jamais ressenti ça, si vous voulez, ni des personnalités politiques, quelles qu'elles soient. Hormis, peut-être, de temps en temps, LFI, qui tous les jours est susceptible de vous sortir quelque chose, un objet de chaos, une injonction, une déclaration, n'importe quoi, qui tous les jours habite plus exactement l'espace du politique. Ouais. Oui, mais sur ce que vous disiez sur Bayrou, ça fait la rupture, on va dire, avec Emmanuel Macron, elle n'est pas nouvelle. Souvenez-vous que c'était pas son choix numéro 1. Non, c'était ses journées. Il lui a forcé la main. Il lui a forcé la main à la dernière minute. Oui, pardon, le cornu. Et à la dernière minute, Bayrou lui a dit soit tu me choisis moi, soit je vais te mettre des bâtons dans les roues et tu n'auras pas ta majorité. Donc quelque part, la relation entre les deux hommes est pas tout à fait évidente. Mais ça depuis le départ. Mais on ne croise pas de Français, Frédéric, qui soient satisfaits des politiques que nous avons. Et même quand on parle avec des politiques qui sont concernés par le niveau... On en croise. Si je prends notre baromètre Paris Match Sud Radio, il y a 2 personnalités nationales qui, à l'action, qui échappent à l'éclipse du politique. C'est Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. À tort, à raison, ils sont perçus comme dans l'action, comme faisant des constats. Qui joue à tort et qui joue à raison? C'est vous qui me le dites. J'ai une petite idée de à raison. À raison ou à tort. Et c'est vrai que les acteurs politiques locaux, eux, bénéficient d'un crédit jamais vu. Alors par rapport à ce que disait Julien Aubert, c'est très intéressant. On a parlé des municipales, mais personne autour de cette table, pourtant nous sommes tous passionnés de politique, sommes sûrs que le prochain scrutin sera le scrutin municipal. Quid d'un référendum, comme vous le disiez, Julien, ou quid d'une dissolution ou d'un acte fort du président. Et ça aura un impact, parce qu'une élection municipale s'inscrit dans un cycle électoral. D'ailleurs, le décret des municipales n'est toujours pas sorti. C'est intéressant, ça. Emmanuel Macron, il a envie de quelque chose. Il a envie, on sent que là, pour le coup, l'international, c'est compliqué, c'est difficile, mais en même temps, ça marche pas vraiment partout, et encore moins au niveau international. On sent bien que là, il est mangé, parce que si on a LFI, nous, ici en France, Trump, c'est pas tous les jours, c'est toutes les minutes ou toutes les heures, si vous voulez, quelque chose qui se passe. Donc, il sature tellement l'espace que pour un président français et européen, c'est compliqué. Donc, je ne doute pas qu'au plan national, il y ait une initiative prochaine. C'est vrai que parmi les phénomènes récents politiques, c'est vraiment, vous l'avez cité, mais Bruno Retailleau, c'est très intéressant, vous savez, ne serait-ce que d'un point de vue de leçon humaine. Parce que, pareil, Bruno Retailleau, il a eu un choix à un moment donné, et il a fait le bon choix politique qui lui a permis d'être porté par Macron. C'est-à-dire que, souvenez-vous, que la possibilité d'entrer dans ce gouvernement avait été aussi proposée à Wauquiez, qu'il a refusé. Et Retailleau est entré dans ce gouvernement et il a su ensuite gagner une grande popularité. Donc là aussi, c'est des choix politiques, mais des choix humains. Il a fait le bon choix. Alors qu'à ce moment-là, quand il est entré dans